Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport. Il est 18h32 si vous nous suivez en direct. On passe tout de suite au titre en images de cette édition. Depuis le 1er mai, la Ligue des Yvelines de tennis a lancé l'opération Balle Rose ou comment attirer les femmes sur les courts. Élément de réponse avec nos invités. Il est le premier pilote instructeur de planeur handicapé de France. À 29 ans, Antoine Motillon passe désormais son temps entre les nuages. Et pourtant, il y a 9 ans, il regardait les avions d'en bas. C'est notre portrait de la semaine. Guyancourt est encore en vie en promotion d'honneur. Après leur victoire face à la Lanterne Rouge Saint-Cloud ce week-end, les joueurs de Jules Talmorose peuvent croire plus que jamais au maintien en PH. Et évidemment, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Mais on passe tout de suite à notre page spéciale tennis féminin. Je le disais dans les titres de cette édition, depuis le 1er mai et ce jusqu'au 30 juin, la deuxième édition de l'opération Balle Rose, lancée par la Ligue des Yvelines de tennis, se déroule ou comment attirer évidemment les femmes sur les courts. Vous l'avez compris, élément de réponse avec nos invités présents ce soir sur le plateau du 7-8 Sport. À ma gauche, Laure Moreau, on commence par les dames. Stéphane, présidente de la commission communication de la Ligue des Yvelines. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous êtes accompagné de Stéphane Feugas, que l'on connaît bien, directeur général de la Ligue de tennis des Yvelines. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony. Merci. Tout d'abord, première question. Quand on prépare une émission, il y a un chiffre très parlant, Stéphane, à l'heure actuelle, c'est que les femmes ne représentent que 28% des licenciés de tennis dans le département. C'est trop peu, on a envie de dire, non? Je suis totalement d'accord. Notre objectif, c'est de les ramener à 33%, enfin, mais toujours avec une progression à la fois hommes et femmes, jeunes filles et femmes adultes. Laure, vous êtes présidente de la commission communication de la Ligue. Vous êtes présente parce que, évidemment, vous aidez énormément les clubs qui participent à cette opération Balle Rose. Je sais que vous êtes aussi pratiquante de tennis. Comment on peut faire venir les femmes sur les courts? Quelle est la solution? Il n'y a peut-être pas de solution miracle, évidemment, mais est-ce qu'il y en a? Évidemment, je ne vous donnerai pas de solution miracle. Ce qu'on essaie de faire, c'est de présenter le tennis sous un angle un peu plus ludique que ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent. Donc, le message qu'on leur fait passer, c'est oser le tennis. Venez découvrir le tennis lors des animations qui sont mises en place dans les clubs, notamment au cours de l'opération Balle Rose, parce qu'il y a plein de choses très simples qui se déroulent et qui sont en général très sympathiques. Quand on regarde un peu les autres sports, en général, on va dire disciplines toutes confondues, les femmes représentent à peu près 40%, donc là on est quand même à 10%, 12% de moins. C'est un chiffre alarmant ou pas pour le directeur général que vous êtes? Non, il n'y a pas de lieu de s'alarmer parce qu'en réalité, globalement, c'est très positif. Avec aujourd'hui, sur le département, le tennis, c'est peu de 45 000 licenciés, 45 086 en 2013. Donc, c'est quand même le premier département de France. Quant à la pratique du tennis, c'est 3,2% de taux de pénétration. Et puis, c'est le premier sport sur le département. 45 000 pour le tennis. Derrière, c'est le football, 33 000. Le golf, 30 000. L'équitation, 22 000, et puis le judo, 16 000, 17 000. Donc voilà, nos chiffres sont très bons. Simplement, on voudrait conserver ce juste équilibre, 2 hommes pour une femme, mais pourquoi pas, il y a des clubs qui réussissent à avoir des taux de féminisation de 40%. Donc c'est possible. Qu'est-ce qui fait que les femmes ne viennent pas encore en masse sur les cours de tennis, Stéphane? Alors, il y a la réponse de celle d'hier et puis la réponse d'aujourd'hui, parce qu'elle venait d'une manière en nombre plus important il y a une dizaine d'années. Ça représentait grosso modo 5000 nouvelles, je parle de nouvelles pratiquantes qui arrivaient dans les clubs. Et aujourd'hui, il y a une lente érosion depuis 10 ans. Ça ne représente plus qu'un flux de 4100, 4200. Donc, il y a globalement le tennis féminin, c'est les mêmes chiffres avec une petite perte. Mais ce n'est pas tant le renouvellement. Les clubs ont mis en place des actions quand les gens arrivent qui ont amélioré la fidélisation via tous les services. Il y a de plus en plus de compétences en termes d'offres de services et d'outils d'information via l'outil ad hoc mis en place par la fédération ou de base de données d'adhérents, de réservation de cours, etc. Par contre, il y a une problématique certainement d'image du tennis, où le tennis, c'est pas forcément un sport facile, même si on est en plein dans une réforme fédérale des moins de 12 ans, avec des évolutions pédagogiques. Mais il y a vraiment un problème d'image, il y a aussi un problème de crise.
je pense que la première qui, dans un ménage, se sacrifie, c'est la femme. On va dire c'est toujours les jeunes et les hommes d'abord. Et la femme a tendance un peu, je ne sais pas moi l'expression, mais la dernière roue du carrosse, elle aura tendance à se sacrifier dans le budget et pas aller sur une pratique sportive. Ce qui est dommage parce qu'il y a des vrais tarifs promotionnels dont il faut profiter. Justement, en tant que femme, Laure, le tennis, c'est vrai que ça a cette réputation de sport techniquement difficile parce qu'on sait que c'est cet aspect-là qui pose problème un petit peu pour les nouveaux. Alors effectivement, en fait, pour en discuter avec les femmes qui viennent notamment aux animations Balles Roses, la première chose qu'elles vous disent, c'est « mais moi, je n'y arriverai jamais, il faut courir, il faut taper dans une balle, c'est très rare quand j'arrive à taper dans la balle ». Alors tout l'enjeu, c'est de leur montrer que même si on tape de temps en temps à côté de la balle, ça peut être très drôle. On peut venir entre copines et puis au bout de quelques temps de pratique, on arrive à s'amuser même si on n'est pas capable de rivaliser avec les plus forts. Sur cette opération Balles Roses, l'objectif, quel est-il? C'est d'aller recruter des adultes, plutôt des jeunes, pour essayer de les former derrière et les fidéliser dans cette discipline? Alors, vous avez tout dit dans la question. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une opération promotionnelle, ligue, et Laure en parlera en termes d'outils de support de communication pour aider les clubs, mais avec les clubs participants. Aujourd'hui, c'est 35 clubs participants. La première année, mais j'anticipe peut-être des questions, c'était seulement 16 clubs participants. Donc, on progresse. À la limite, c'est le contexte de chaque club. Il peut recevoir des nouvelles jeunes filles, mais plutôt des nouvelles adultes, femmes. Voilà, avec des tarifs promotionnels et des aides et un soutien de la Ligue. Bon, en tant que joueur, je vais l'avouer, je suis joueur de tennis. C'est vrai qu'il y a aussi les enfants de l'école de tennis et les mamans qui viennent les amener aux cours. Ça pourrait être une cible, justement, les mères des écoles, parce qu'on sait qu'il y a des clubs qui mettent en place des formules pour les parents d'enfants et c'est plutôt intéressant financièrement là aussi. Pour Laure, comme vous voulez. Alors, je parle juste de vécu, en fait, dans le club où je suis. Il y a une animation qui a très bien marché. Le mercredi matin, quand les mamans emmènent leurs enfants à l'école de tennis et qu'elles restent sur le bord du cours à regarder comment ça se passe, etc., et finalement, on leur met une raquette en main et on leur dit « Venez, on vous emmène sur le cours et pendant l'heure de cours de votre enfant, vous allez essayer ». Et finalement, c'est un bon moyen pour les mamans soit de s'y mettre, soit de s'y remettre, de découvrir, et de façon très drôle, on les retrouve bien souvent sur le cours avec leurs enfants à d'autres moments. Donc c'est un autre biais pour recruter des mamans ou des jeunes femmes qui se disent après tout pourquoi pas le tennis puisque je pourrais aller jouer avec mes enfants. Et cela se passe, votre club, c'est... Alors moi je suis au tennis club de Voisins. Et c'est tout à fait empirique comme expérience, mais ça a très bien fonctionné. Il y a un autre problème, on va dire, au niveau des chiffres, c'est le renouvellement des licences. C'est vrai que ça, c'est toujours compliqué de fidéliser une adhérente plus qu'un adhérent dans un club, Stéphane. Alors, paradoxalement, à travers toutes les actions, mais c'est bien, je vais rebondir sur l'exemple donné par Laure, notre problématique Ligue, nous, finalement, c'est de partager, tout existe en termes d'action. Les clubs font vraiment des bonnes choses vis-à-vis du renouvellement, et aussi parfois de nouvelles. Notre problématique à nous, c'est finalement partager les bonnes pratiques. C'est-à-dire que notre rôle Ligue sur le département, c'est de tiens, ça a marché dans un rôle de communication très fort et d'échange. Ceci, ça a marché dans le club. Prenez cette bonne solution et adaptez-la. Donc il y en a plusieurs. Enfin, il faudrait plus de 10 minutes pour faire le côté exhaustif. Par contre, sur le renouvellement, ça marche bien. On est en progrès. Seul petit bémol sur le renouvellement, et ça rejoint le segment nouveau ou nouvelle. C'est là où les gens s'inscrivent une année. Et pour des problématiques on disait là on est sur le tennis féminin, de sport difficile, mais aussi de partenaires. Aussi on va rester dans un club parce qu'on a des partenaires, on a un réseau de partenaires, on doit rentrer dans un groupe. Et cette difficulté-là, elle est incontournable. Donc on a des taux d'abandon pour les nouveaux qui sont trop élevés, puisque pratiquement une nouvelle femme qui vient de s'inscrire nous quitte au bout d'une année. Alors, ce n'est pas propre au tennis, ça, c'est des chiffres qu'on retrouve malheureusement dans beaucoup de sports. Les gens s'inscrivent parfois, mais pour des raisons qu'on vient d'expliquer, qu'on vient d'évoquer, les gens ne renouvellent pas. Et alors, pour les jeunes filles qui pourraient s'inscrire éventuellement, est-ce qu'elles ne manquent pas aussi d'un modèle? Les garçons peuvent s'identifier à Joe Wilfried Tsonga, Richard Gasquet,
Marion Bartoli a pris sa retraite après sa victoire sur Wimbledon. Ça peut être aussi un point clé, ça, d'avoir une joueuse vers qui s'identifier. Oui, tout à fait. Enfin, à tel point que moi, j'ai une de mes filles qui a 7 ans et qui a fini par me dire, mais en fait, le tennis, c'est un sport de garçon. Il n'y a pas de bonnes joueuses et c'est vrai qu'elles n'ont pas de modèle. Donc déjà, elles ne sont pas nombreuses sur les cours, mais en plus, il n'y a pas de figure emblématique et forcément, ça nous aiderait. Complique la tâche. Ça nous aiderait. Dernière question, Laure, comment justement, concrètement, vous aidez les clubs à essayer d'attirer ces femmes sur les cours de tennis ? Alors très concrètement, en fait, dans le rôle de facilitateur et d'accompagnateur en fait, des différents clubs, pour l'opération Balle Rose, on a mis en place un certain nombre de supports dédiés que chaque club peut retrouver dans la boîte à outils qui se trouve sur le site internet de la Ligue. Donc on a une affiche générique qui est personnalisable par chaque club, c'est-à-dire que puisque forcément chaque club ne va pas faire son animation le même jour. Donc ils ont un fond d'affiche qu'ils vont personnaliser. De même pour une invitation avec un coupon réponse. L'invitation est très simple, c'est un petit format A5 qu'on peut distribuer aussi bien dans le club que chez les commerçants, etc. Il y a une animation flash qui est téléchargeable à partir du site et que les clubs mettent en place sur leur site internet ou sur les écrans télé dans leur clubhouse. Et puis, évidemment, il y a le site internet de la Ligue où on a une rubrique Actu Club qui est faite essentiellement pour relayer ce qui se passe dans chacun des clubs. Voilà. Et pour compléter, je dirais, on laisse toute liberté, toute initiative de chaque club de mettre l'action d'animation qu'il souhaite. Et nous, on apporte une aide sur des animations découvertes. Voilà, 4 séances financées par la Ligue des Yvelines. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, et donc, si les femmes téléspectatrices veulent découvrir le tennis, l'opération Balle Rose, donc jusqu'au 30 juin prochain dans 35 clubs du département. Merci beaucoup d'être passé sur le 7-8 Sport. Allez, on passe à la suite du programme et du football. Pour le compte de la 20e journée de promotion d'honneur, Guyancourt 11e recevait la Lanterne Rouge Saint-Cloud. Et pour le SG, un succès était impératif pour s'accrocher à un espoir de maintien. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. En cas de victoire face à Saint-Cloud, Guyancourt pouvait encore croire au maintien en promotion d'honneur. Dans cette mission, les joueurs de Jules Talmorose prennent vite les choses en main face à la plus mauvaise défense du championnat. À la réception de ce superbe 1-2 par-dessus la défense, Salif Gay glisse le ballon sous le gardien et délivre le SG. Après cet éclair, comment dire, plus grand chose à se mettre sous la dent jusqu'à la pause. Saint-Cloud ne se montrant dangereux que sur quelques rares coups de pied arrêtés. Mais dans ce match de la peur, les esprits s'échauffent rapidement, retour des vestiaires. L'ombre de la relégation prend le pas sur le jeu, d'abord sur cette simulation de l'attaquant jaune et bleu. Et ensuite, sur ce tacle guyancourtois pour le moins dangereux. Dans cet attroupement, l'entraîneur, joueur Jules Talmorose, perd ses nerfs. Résultat, Morose et Jérôme Bonadinet pour Saint-Cloud sont expulsés. Sur haute tension, moi le premier, donc on n'a pas su un petit peu maîtriser nos nerfs, on va dire. Donc on sent que c'était un match où il y avait beaucoup de nervosité parce que le maintien se joue au bout, donc dur à maîtriser. Les dernières minutes de la rencontre seront plutôt hachées. Au menu, des fautes en pagaille et puis encore des fautes. Et le SG terminera même le match à 9 sur cette intervention. Maquital récolte un 2e carton jaune, synonyme d'expulsion. Qu'importe, Guyancourt tient sa victoire. Le SG s'impose 1-0, un 4e match sans défaite qui permet aux Saint-Quentinois de croire au maintien. Il fallait absolument gagner, prendre les 4 points. Et donc, chose qu'on a réussi à faire, je pense que le résultat est mérité, même si on a, sur la deuxième mi-temps, on a moins joué, le jeu a été beaucoup haché. Donc, mais bon, victoire méritée quand même sur le final. Et vous allez le voir au classement de cette poule C de promotion d'honneur. Tout est encore jouable en vue du maintien pour Guyancourt. Les hommes de Jules Talmorose sont toujours 11e avec 38 points. Mais surtout, ils sont désormais à égalité de points avec Saint-Maur et à une longueur du 9e, l'UJA Maccabi Paris, 2 concurrents qui ont perdu ce week-end. Il reste donc encore 3 matchs à Guyancourt pour se maintenir, dont 2 rencontres face à des concurrents directs. Saint-Maur lors de la prochaine journée, le 18 mai, à domicile.
et à l'UGA Maccabi pour le compte de la 21e journée avant de recevoir en clôture du championnat l'actuel leader Fleury-Mérogis. Et pour être complet sur la PH dans la poule B, Trappes s'est lourdement incliné à domicile face au leader nanterre. 3-0, les trappistes conservent tout de même leur 7e place au classement. Allez, on passe à l'avion et on va dans les airs. Il est le premier pilote instructeur de planeur handicapé de France. À 29 ans, Antoine Motillon passe désormais son temps entre les nuages. Pourtant, il y a 9 ans, il regardait les avions d'en bas. Portrait d'un passionné qui a ouvert la voie, image d'Olivier Maniscalco. Il vient de recevoir ses nouvelles ailes. Et depuis 2005, Antoine Motillon ne les quitte plus. Il y a 9 ans, quelques temps après un accident de moto qui le rend paraplégique et à la suite d'une année de rééducation, il arrive au club de Benne pour un baptême de planeur. De retour sur Terre, il n'a qu'une envie, décoller à nouveau. Comme pour oublier son handicap, comme pour retrouver sa liberté. Pour nous, ça a été plus compliqué parce qu'il fallait convaincre qu'on pouvait le faire et qu'on était finalement des pilotes comme tout le monde, que notre équipement dans le planeur était complètement transparent pour un élève. Moi, ça m'arrive souvent de faire des journées d'instruction où les gens qui ne me connaissent pas, quand ils me voient descendre dans mon fauteuil le soir, ils me disent « Ah, c'est à toi le fauteuil ». C'est assez magique, quoi. Cette petite molette est la seule différence entre le planeur d'Antoine et celui d'un pilote valide. Elle lui permet de contrôler les pédales sous le gouvernail. Comme un signe du destin, cet ancien couvreur a voulu naturellement prendre de la hauteur et rester en apesanteur. On a pris quelques mètres de plus et puis après c'est devenu un peu donc une passion. Et d'une passion, je me suis dit bon bah pourquoi pas devenir instructeur. Donc là c'était un peu plus compliqué parce que ça n'avait jamais été fait. Après 5 années passées dans les nuages, Antoine se lance dans la formation d'instructeur. Il devient ainsi le premier pilote de planeur handicapé de France, maître des airs. Mais l'Illinois a dû apprendre à surfer sur les courants pour regarder le monde d'en haut. Antoine est un fin pilote, on va dire. C'est un gars qui sent les choses, peut-être plus que d'autres finalement. Parce que dans la 3e dimension, je pense qu'on dit souvent on pilote aux fesses. Et c'est vrai, en vol à voile, on pilote aux fesses dans la mesure où on sent quelques sensations qui nous incitent à penser que c'est là qu'elle est, cette pompe. Donc dans ce domaine, Antoine est bon, est très très bon. Depuis son diplôme, Antoine plane en compétition nationale et internationale. Une chose est sûre, ce passionné des airs a ouvert une voie dans le ciel. Il souhaite désormais faire de sa passion son métier pour continuer de planer, pour être libre au milieu des nuages. À l'essentiel des résultats du week-end. En rugby, ce week-end, Plaisir jouait son 32e de finale aller de Fédéral 3 à Puyllboro, Charente-Maritime. Et les joueurs de Philippe Béard se sont inclinés de 4 petits points, 11-7. Ils conservent tout de même toutes leurs chances de qualification en cas de large victoire ce dimanche pour le retour à Plaisir. En football, 24e journée de division d'honneur. Versailles recevait le leader, l'AC Boulogne-Billancourt, et défaite logique, 1-0. Les joueurs de David Giguest sortent désormais du podium et sont 4e. Chez les femmes, football toujours pour le compte de la 15e journée de promotion d'honneur. Et Elancourt, 7e, recevait ce samedi le 9e Argenteuil au stade Pierre de Coubertin. Et dans un match assez fermé, il faut le dire, les deux équipes vont se séparer assez logiquement sur un match nul. Un but partout. Les Amazones n'ont plus gagné depuis un mois et une victoire 1-0 face à Vauréal. Les joueuses de Dany Lègle conservent tout de même leur 7e place au classement général à 3 journées de la fin du championnat. Il y avait du tennis et c'était la reprise ce week-end du championnat de France par équipe. Plaisir, seul club des Yvelines à avoir 3 équipes engagées à ce niveau, était sur le pont à domicile. Les premiers week-ends très positifs pour les joueurs plaisirois. Chez les hommes, 2 victoires contre le Stade de Vanves et Annecy, respectivement 5 matchs à 1 et 6 matchs à 0. Chez les femmes, en National 1 B, Plaisir a concédé le nul face à Mont-Saint-Martin, 3 partout. En handball, 10e journée de la 2e phase du championnat de France des moins de 18 ans. Plaisir se déplaçait chez le leader Créteil et les joueurs d'Alexandre Taillefer se sont logiquement inclinés 40-31. Et vous allez le voir au classement.
Les Plaisirois terminent donc cette seconde phase 5e de leur poule avec 18 points, un bilan de 4 victoires pour 6 défaites pour une première expérience à ce niveau encourageante. Plaisir accueillera les 8e de finale et les quarts de la compétition et pourra y jouer quelques matchs de classement à la mi-mai. Cela fait désormais quasiment 5 mois que le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines a ouvert ses portes. Et évidemment, une telle structure a modifié les habitudes des clubs aux alentours. C'est notamment le cas de Vélizy qui compte dans ses rangs le champion d'Europe, master du kilomètre Yann Dujarrier. Désormais, tous les samedis matins, les cyclistes véliséens se réunissent sur l'anneau saint-quentinois. Si le club, créé en 1970, reste un club de route, par tradition, Vélizy a créé un pôle piste avec 16 membres déjà. La piste de Saint-Quentin, c'est aussi le moyen idéal d'attirer plus de jeunes vers la pratique du vélo. L'ouverture du Vélodrome nous a apporté une cohésion. Déjà, l'intérêt pour la piste, et cela a permis à une quinzaine de coureurs de découvrir la piste en tant que débutants, et maintenant ils sont passés au stade de confirmés. Et puis ça crée une émulation et ça crée vraiment une cohésion au sein des coureurs du club. Et lundi prochain, évidemment, dans le prochain 7-8 Sport, nous vous présenterons un dossier complet sur les conséquences de l'implantation du Vélodrome pour le cyclisme local. En baseball, 4e journée de Division 2, simple formalité pour Montigny à Dunkerque. Les Cougars ont gagné les 2 matchs, 19-0 et 8-0. Ils se hissent du coup à la 2e place du classement. Foot US. On jouait ce week-end la dernière journée de la phase régulière du championnat de France élite et les Templiers ont fini en beauté par un carton à Fontenay-sous-Bois, 38-6. Les joueurs d'Emmanuel Charret terminent 2e cette phase régulière et peuvent préparer sereinement les play-offs. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain, même heure, même lieu.